Bonjour Julien, Bonjour Nicolas. comment ça va? Bah bien et toi? Ça va nickel. Tu connais le principe Julien, on va remonter le temps. Quel est, là comme ça, le plus ancien souvenir que tu aies de ton enfance? Ah non mais là c'est un piège. C'est pas un piège. C'est que j'ai occulté toute cette partie-là de ma vie en fait. C'est un peu triste mais j'ai en souvenir. Ah si, je vais te parler de l'école mais je crois qu'on n'en est pas dans un ancien sujet et c'était un petit peu plutôt un trauma plutôt qu'autre chose. Oui mais vas-y, quel Oui, souvenir? Quel est le souvenir de l'école? Un très mauvais souvenir puisque on met pas en valeur, on m'a pas mis en valeur en fait. On m'a pas rendu confiance en moi, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai occulté cette partie-là de ma vie finalement. À cause de l'école? À cause de l'école. Tu sais, quand t'as les profs, en fait, quand t'es 25 dans une classe et puis qu'en fait, du coup, faire du cas par cas, que chacun a une personnalité, faut quand même chapeau aux profs. Ouais. Et du coup, moi, c'est j'étais quelqu'un de très, très réservé, timide et rêveur. Donc, c'est-à-dire en classe, je regardais ce qui se passait dehors. D'accord. Et donc, en fait, je rêvais en classe en permanence. Le temps est passé, j'étais bien dans ma bulle. Et c'est Tu te sentais bien quoi? Ah, je me sentais super bien, oui. Oui, bah oui, oui. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu veux, quand tu avances dans l'âge, il faut commencer à venir à la réalité. C'est ça. Et c'est un souvenir un peu douloureux, mais pourquoi? Parce que tu me dis j'étais rêveur, j'étais dans ma bulle et tout, c'était cool. Ah, parce que j'étais différent des. Je pense que j'étais complètement différent des autres. En fait, Ah ouais? bah oui, oui, dans le sens où j'étais pas très sociable. J'étais pas quelqu'un de très sociable. J'étais souvent dans la cour tout seul. Ouais. J'étais plutôt pote enfin pote, on va pas dire ça comme ça, mais j'étais très proche des profs. J'étais toujours dans les jupes des profs. D'ailleurs, c'est moi après qu'on ait mis. Non, je rigole. Si. Spoiler alerte. Si, tu en as mis. Si, oui, j'en ai mis, oui. Des belles en plus. Mais ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Mais non, oui, enfin, j'étais vraiment tout seul dans mon coin et j'y étais bien en fait. Ouais. J'étais quelqu'un aussi très timide quand j'étais vraiment gamin. Qu'il y avait du monde qui venait à la maison. Dès que le téléphone sonnait, il fallait que je me cache. Dès qu'il y avait du monde qui allait venir à la maison, je me cachais. Ouais. Et j'avais du mal à aller vers les gens. Voilà, donc c'était très 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 compliqué pour mes parents. Ouais. Parce que ma mère ne comprenait pas et puis mon père lui c'est bon bah tu vas dire bonjour, donc je disais bonjour mais après dès que je Et pouvais tu avoir repartais, quoi. ouais c'est ça, je repartais dans mon coin dans ma bulle. Et à l'école, ça se passait pas bien du coup parce que tu te dis j'étais un peu tout seul et tout et c'était plutôt Ah un mauvais non, souvenir. ça se passait très bien. Après là c'est de la maternelle. Après quand tu passes au collège et tu commences à dire bon il y a des trucs bizarres, je suis plus attiré par les mecs que les nanas et puis que du coup en fait tu sens qu'il y a une différence. Et tu sais quand tu arrives vers l'âge de c'est quoi, c'est 12-13 ans le collège, Ouais. c'est ça à peu Ouais, près. c'est ça, ouais. Et que tu vois comme les mecs qui n'ont pas les mêmes sujets que toi et puis que du coup tu passes vraiment du primaire au collège et que Donc du CM2 à la 6e. Ouais, le switch, voilà, le ouais, switch, ouais, complètement. Bah généralement c'est des établissements plus grands, t'as Bon. peut-être une nouvelle classe que tu connais pas et... Exactement. Et puis, oui, bah putain, j'en ai les souvenirs maintenant que tu me dis ça. Bah oui. Oui, ben c'est ok, ok. Donc j'ai des souvenirs, et c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué au niveau du collège. Et puis en fait, c'était un peu, non, j'aime pas dire ça. Vas-y. C'était un peu aussi compliqué pour mes parents, puisque mes parents ne savaient pas comment gérer ça. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose de différent. Ils sentaient qu'il y avait quelque Ouais. chose. Oui, Mais toi tu mettais pas de mots et eux non plus dessus. exactement. Mais C'est par ça. contre, quand tu te fais harceler, quand tu es en troisième, en quatrième, Ouais. et que j'ai dû changer d'établissement. Ouais, donc là ils ont bien mis des mots Ouais. par contre. Oui, il y a même un dépôt de plainte, etc. C'était du harcèlement. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire que, alors, t'as quasiment 40 ans, mais ça existait déjà à l'époque. Exactement. Alors, c'était pas du harcèlement en ligne, j'imagine. Mais c'était moins violent qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Surtout. Tu penses? Ah ouais. Ouais. En plus, maintenant, je trouve que tout le monde est pas stigmatisé, mais rangé dans les cases. Il y a une espèce de communautarisme. Chacun a une case, tout le monde doit rentrer dans une case. Je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression que plus on en parle, plus ça met en danger les gens. C'est un peu bizarre chez moi. Enfin, c'est ma vision. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque. Et tu penses pas qu'à l'époque, c'était déjà un problème de case aussi, qui faisait que peut-être que toi, tu rentrais pas dans la même case que tout le monde, et c'était aussi un peu pour ça que t'as été harcelé? Toutes les différences marquent les gens, en fait. Que tu sois grand, gros, maigre,
un peu demeuré. Mais non, mais dès qu'il y a une différence, ça pose un problème. Ouais. Tu rentres pas dans une case, ça pose un problème. Et donc du coup, T'es pas comme tout le monde, ça pose un problème. Tu Exactement. penses pas pareil, ça pose un problème. C'est pareil aujourd'hui avec la Ouais. politique, etc. Si t'es pas d'accord avec l'autre, et bah du coup t'es un con. Mais c'est partout pareil. Donc j'ai dû apprendre après. Donc bah, tu sais, t'as le collège, donc tu subis. Alors soit moi j'ai mes parents quand même qui a beaucoup d'amour. Ils le disent pas. C'était pas l'époque où on Non. disait voilà. Mais par contre j'étais en hyper protection. Peut-être que c'était aussi un problème d'être trop protégé, puisqu'en fait du coup je me défendais pas. Et après quand je suis passé au collège privé, bah par contre là c'était autre chose. C'est-à-dire, Là, c'est- là, je devenais. Tu veux me taper? Ouais. Vas-y, tape. Par contre, tu as intérêt de bouger très rapidement. Ah ouais, Ouais. tu t'es défendu. Ah ouais, j'ai switché direct. Donc changement de... mais ça s'est réglé uniquement par le changement de collège. Il n'y a pas eu à un moment donné. Changement de collège, dit en fait du coup c'est un nouvel environnement, donc en fait du coup je sais pas, j'ai l'impression que plus rien ne pourra m'atteindre entre guillemets. C'est Ouais. qu'en fait du coup j'aurais pas 30 000 personnes sur mon dos. D'accord. Bon, j'exagère, mais j'avais peut-être au premier collège j'avais peut-être une dizaine de personnes sur mon dos. Mais tu sais pourquoi t'as subi ça ou pas? Enfin, est-ce que t'as un semblant de début d'explication maintenant à par rapport 30 à ans la plus tard? Par rapport à la sexualité? C'était ça? Oui, c'était ça, pardon. C'est vrai que j'y suis pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué dès le départ. Donc oui, c'était clairement ça, oui. Et parce que toi, tu le savais déjà à cette époque-là? Tu Oui. parles de la 4e? Oui. Et- Bah oui. Oui. Bah oui, quand tu commences à faire des expériences, oui, tu dis, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord. Ok. Donc dès la 4e, t'as commencé. Tu le revendiquais ou... Non, pas du tout. Mais tu le savais. Mais on venait me chercher surtout, oui. Ah ouais? oui. Bah ouais, oui, carrément. Ah ouais, mais c'est... Ouais, alors, je dis ça, c'était pas non plus, Oui, c'était pas tous les jours. c'était pas un club échangiste. Oui, d'accord. C'était une première expérience touche pipi. Oui, Voilà. d'accord, ok. Mais déjà, et à ce moment-là, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça. Je me suis dit, je me suis même pas dit ça en fait. Pour moi, c'était quelque chose où je me suis même pas posé la question. Je me Ça a suis été dit, évident. c'était fluide. C'était pose pas de questions, vas-y. T'étais plutôt entouré plutôt de garçons, plutôt de filles à l'époque. Tu sais, on a l'image aussi. Ah aussi, que des filles. C'est vrai que des filles. Ouais. Et du coup, tu penses que ça a influencé un peu qui tu es, enfin, ça a influencé ça aussi à l'époque où tu t'es dit, tiens, je vais essayer avec une fille. T'as eu des sentiments peut-être pour des filles? Ah oui, j'avais très rapidement embrassé une fille, mais c'était un peu compliqué pour moi. Enfin, Ouais, bon. ça l'a pas fait. Non, pas du tout, non. Pardon. c'est pas bien de faire ça, mais oui, enfin non, c'est. Bah non, mais ça l'a c'est pas fait. mon truc, déjà d'une part. Ça l'était pas. Ça ne l'était pas. Je ne pense pas qu'à l'avenir ça le fera non plus. D'ailleurs, j'ai retesté en boîte, hein, mais Non. ça a choqué plus mes copains que moi d'ailleurs, du coup. Ah oui, d'accord. Elles sont sympas les lesbiennes. Non, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc tu switches de collège, tu Voilà. passes dans un établissement privé. Oui. Là, ça se passe mieux. Ça se passe un peu mieux. Ça se passe un peu mieux. Et tu vois, pourtant, on pourrait penser que le privé, c'est plus conservateur, plus, tu vois. Oui, alors c'est vrai, l'avantage qu'il y a dans le privé, c'est que les classes sont moins grandes et c'est un esprit un peu plus familial, donc il y a un œil un peu plus proche sur les gamins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, on avait c'est pas un proviseur, ça s'appelle un directeur d'ailleurs, je crois dans le privé, j'ai un doute. Et en fait, du coup, il avait vraiment un œil, il était très attentif à ce qui se passait. Et du coup, ma mère lui avait expliqué ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'autre collège. Et en fait, du coup, il y a eu un œil. Voilà. Il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en cours. Ouais. Et du coup, il était il était vraiment bienveillant. Et puis c'est rien passé de spécial là-bas. Et après, je suis retourné dans l'autre collège finalement. J'ai fait qu'un an là-bas. C'était le switch. C'était juste histoire de dire, je fais une pause et je reviens. C'était aussi une punition puisque je rêvais aussi en cours et je n'en foutais pas une. Ah ouais. Ouais, j'en foutais pas une. Les profs disaient, dis donc, c'est pas étonnant que tu aies des notes comme ça, t'es nul. Bon, bah d'accord, ok. Sauf que quand Sympa. ouais, c'est sympa. Sauf que moi, en fait, du coup, j'avais peur de rien, donc je prenais mon sac et je partais en plein cours. Voilà, tu vois. Donc en fait, ça posait problème à la sécurité de l'élève quand l'élève se barre du cours. Exactement. Oui, et je donc vois du que ça coup, peut je bien. suis retourné après dans ce collège-là. Et puis il restait plus qu'un an à faire. Et puis j'étais super content que ça se termine. Et tu disais, ta maman en avait parlé au nouveau Oui. directeur. Oui. Ça veut dire que dès ce moment-là, ta maman, tes parents étaient au courant de ta sexualité. Et ils avaient compris que. Ah, ils avaient compris, Ouais. mais c'était pas dit. D'accord. Voilà, tu vois, c'est sûr qu'ils ont compris. Enfin, c'est sûr. Oui.
avec le recul. Oui, clairement. Il savait quoi. Et comment ça se passe après la suite de cette scolarité, parce que tu subis ça, il y a un switch de collège, etc. Ça se passe pas très bien. Tu dis que tu sors de cours, etc. Que c'est pas forcément. Les profs te considèrent assez mal finalement. Comment ça se passe la suite de ta scolarité? Tu sais, quand tu es en train de rêver pendant des années, puis qu'on te demande ce que tu veux faire de ta vie en troisième, tu dis. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas su répondre. C'est mon père qui avait choisi. Et en fait, du coup, la musique, le son, la technologie m'intéressait beaucoup, hein, parce que du coup, j'étais renfermé un petit peu là-dessus. Et donc, du coup, mon père avait choisi un BEP électronique. Ça m'allait très bien. Hein. C'est ça le problème en France, c'est qu'en fait, les gamins, à l'époque, ils savaient pas, donc ils faisaient. On trace. Bon. Ok, donc j'ai fait ensuite, je suis parti en lycée pro. Ça s'est mal passé. D'accord. Ok. C'était nul. Les profs étaient nuls. Par contre, je me suis fait 3 super potes. On n'a pas arrêté de faire des conneries. Et c'était à l'époque aussi, on avait 18 ans, donc on passait tous le permis de conduire. On avait les bagnoles, on était libres et on faisait que de sécher les cours. D'accord. C'était top. Bon, avec un peu d'insouciance, évidemment, beaucoup. Exactement. Et après, donc j'ai fait 1 an, 2 ans. Les profs m'ont dit que j'arrivais pas mon BEP. J'ai eu le BEP. Ensuite, j'ai fait. Je te le fais rapide parce qu'après, il ne s'est plus rien passé d'extraordinaire finalement. Après, j'ai fait 1 an en bac pro de maintenance informatique. Après, tout s'arrêtait. J'en avais marre. Et t'es parti bosser. Je suis parti bosser. Ouais. Et j'étais très content. On va revenir sur ton orientation sexuelle, puisque ça fait partie aussi de ce qui s'est passé dans ta scolarité. Oui. À quel moment, parce que tu nous as dit en 4e, mes parents devaient être au courant, mais c'était pas forcément dit. À quel moment, toi, tu vas commencer vraiment à affirmer ça? Ah, c'est une bonne question. Mais en fait, du coup, tu sais, quand tu me dis le mot affirmer, c'est un peu le vendre. Tu vois, c'est ma vision du mot. Hein. C'est pas ça, mais je pense que dans ma tête, j'avais pas à me justifier de qui j'étais, en fait. D'accord. Donc, jamais tu l'as revendiqué? Jamais. Toi, moi, c'est pas mon truc de revendiquer. C'est moi, c'est ma personne. Je fais ce que je veux avec mes fesses, c'est devant et derrière. Ça ne regarde personne. C'est un peu ma vision du truc. Le truc, j'avais surtout encore moins à me justifier auprès des gens que je ne connaissais pas, que je ne connais pas d'ailleurs, et je m'en fous complètement. C'était plus, j'avais peur de la déception des parents. Ouais. On va directement passer là-dessus parce que j'ai eu quand même des copains. Des maris et en fait du coup quand j'ai trouvé la bonne personne, j'en ai parlé en premier à ma mère, qui était, alors, elle s'en doutait. D'accord. Mais elle a pas voulu l'entendre. Enfin, elle a été choquée de l'entendre. C'est ça qui est un peu bizarre. Elle aurait peut-être pas voulu l'entendre, mais elle aurait préféré rester dans une espèce de doute, c'est ça? Dans un flou? C'est ça. Étant fils unique, tu sais, ça laisse aussi un peu de l'espoir d'être grand-mère. Mais bon. T'aurais voulu avoir un frère ou une sœur? Oui. Alors, ma mère m'avait demandé, puis elle m'a dit, est-ce que tu veux un frère ou une sœur? J'ai dit, je veux un vélo. Ok. J'ai eu un vélo, hein. J'en ai eu plein d'autres, mais j'aurais bien voulu. J'aurais vraiment. Avec vraiment le recul voulu. là maintenant, Ah ouais, grave. Ah oui, oui. Tu penses que t'aurais. Après, c'est toujours pareil. On ne sait pas avec la mentalité de mes parents, la mienne, etc. J'imagine, j'idéalise une vie de famille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est si ça avait été comme ça, du coup, non, on peut pas savoir. Après, dans mon idéal, d'avoir un grand frère, une grande sœur, ou alors petit frère ou petite sœur, mais tu sais, d'être un peu. D'avoir quelqu'un à protéger. Ouais, ou être protégé. Ouais. Ou être protégé, ça aurait été super. Je pense que ça aurait fait aussi une charge en moins pour mes parents. Peut-être. Effectivement. Tu dis, j'avais pas à le justifier. Ma mère a été assez déçue de l'entendre. Ça se passe pas bien? Sur le moment. C'est sur le moment. Puis après, en fait, du coup, il y a eu des petits pleurs. Et puis après, là, du coup, elle a mis du temps à comprendre. C'est pas accepter. Je sais pas si c'est vraiment accepter, c'est le comprendre ou le digérer, peut-être. Le digérer. Même si c'était là et qu'elle s'en doutait. Voilà. Et puis après, je lui ai présenté le copain en question. D'accord. Alors là, ça y est, c'était plié. Hein. Pourquoi? C'était alors attends, copain-copine. Hein. C'est vrai? Du coup, j'ai présenté cette personne-là, qui avait déjà des enfants, etc. J'ai expliqué toute la vie de la personne. Ça, c'est normal, elle était peut-être un peu soucieuse de toi. Elle avait peut-être aussi un peu peur. On a peur de l'inconnu, on ne sait pas. Enfin, c'est ça, elle se disait peut-être que je veux pas envie que mon fils souffre, j'ai envie qu'il soit heureux, donc c'est pour ça qu'elle te demandait. C'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Alors oui, mais moi je pense que c'est l'inconnu qui a fait peur. C'est exactement les bons termes. Et après, il faut trouver les mots. Parce qu'en premier lieu, c'est quoi? C'est merde, j'ai déçu.
Ouais, quand il y a les pleurs devant toi, tu sens que je dis merde, j'ai déçu. Il y a quelque chose qui a, en fait, du coup, je pensais qu'elle allait accepter, mais finalement, il y a un truc. Alors, du coup, il y a deux compréhensions. Enfin, il y a une compréhension de sa part et de la mienne. Faut que dire bon merde, c'est moi. Faut qu'elle l'accepte. Bon, après, moi, je peux aussi comprendre qu'elle le prenne mal. Hein. Ouais. Ça, c'est normal. Après, peut-être que c'était l'époque de nos parents, vie judéo-chrétienne, mariage, enfant, voiture, chien, maison, etc. Le Scénic, la Volvo en LOA, enfin, tu vois, tout. Très bien, moi, c'est la Renault Espace et le Labrador, mais la Scénic, encore. la Volvo et le R en LOA, ça marche aussi. Non, la conception très, on va dire, hétéronormée. Hétéronormée, qui existe toujours d'ailleurs. Voilà, bien sûr, mais on peut comprendre que certains aient très envie de ça aussi. Et ça peut être aussi une sécurité. Ça peut être une sécurité de dire c'est bon, j'ai la voiture, j'ai le crédit, j'ai la voiture, j'ai les enfants. Est-ce que c'est une sécurité ou est-ce que c'est être rassuré faussement rassuré, ouais. Ou est-ce que c'est une conception du bonheur? Et oui, voilà aussi. c'est plein de choses, exactement. Ça peut être plein de choses aussi. Cette façon de voir le couple, tu vois, aussi. Mais donc, ça y est, ta maman est rassurée, tu lui présentes cette personne, tu lui fais le CV complet, voilà comme la galette, la complète, quoi. Et puis, donc tout se passe bien, elle est rassurée, tout le monde elle est rassurée, tout le monde était Tu lui en reparles après de ce moment où elle a un peu pleuré? Non. Non. Vous n'en avez jamais reparlé? Non. Il y a beaucoup de pudeur. Ouais. Puis j'ai pas envie puisqu'en fait du coup je pense qu'elle a été rassurée, il n'y a pas la peine de revenir, pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé. Je trouve que ça serait rouvrir une plaie. Tu vois, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais c'est pas rouvrir une plaie, c'était pas une plaie, mais c'était rouvrir un doute, quelque chose, alors qu'elle a été rassurée et tout allait bien. Voilà. Et pour toi, j'imagine que si tu as attendu, c'est que c'est le grand amour. Alors c'était, hein. Ouais, que c'était le grand amour à ce moment-là. Parce que moi, j'étais rassuré, j'avais trouvé la bonne personne à ce moment-là. Et que c'est une personne qui mettait en confiance et tout se passait bien. Et tu as été très heureux. Très? Ah oui, carrément, oui. Tu as été très heureux. L'histoire dure combien de temps? De un peu plus de 2 ans. Et en 2 ans, évidemment... j'ai Crispy News. Donc ça, c'est le côté de ma mère, mais mon père, en fait, du coup. Ah oui, faut peut-être préciser que tes parents n'étaient plus ensemble. Ils étaient plus ensemble. Voilà. Ouais, mais on se voyait tout le temps, tous les jours. Bien sûr. Voilà, c'était comme quoi le mariage ne sert pas à grand chose. Donc, alors du coup, le jour où mon ami vient à la maison, je fais les présentations. Ça s'est passé super bien parce que ma mère est très bavarde. Et en fait, du coup, je voulais présenter de moi-même, mais ça, je n'avais pas parlé à ma mère, présenter mon copain à mon père. Voilà. Ma mère dit bon, tu viens avec moi. Donc pas en parlant de moi, mais de mon ami, je vais te présenter au père de Julien. Et là, j'ai fait d'accord, j'ai pas le choix, très bien. D'accord. Très bien, ok. Et en fait, du coup, mon père, il a papoté avec mes copains aussi. Génial. Ça s'est super bien passé, t'es super content. Et après, il m'a dit, il revient quand tu vois. Bon, donc tes parents étaient vraisemblablement très prêts à l'accepter et à ce que tu leur dises. Oui. Oui, complètement. Après, je pense que, honnêtement, sans tomber dans tout ce qui est, matérialiste, je pense que la situation de la personne à l'époque faisait que c'était aussi une réussite sociale et professionnelle. Donc il se dit il a trouvé une bonne personne. Oui, il a trouvé quelqu'un de sérieux avec la tête sur les épaules, etc. Ouais, je pense que ça a été une plus-value sur le truc, honnêtement. Ouais, il y a eu, ça a peut-être participé aussi au fait que tout se passe bien. Sauf que cette histoire, elle n'est pas éternelle, évidemment. À un moment donné, elle s'arrête. Toi, t'en as beaucoup souffert. Il faut comprendre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, quand tu es très amoureux et avec une conception du couple très, je sais pas comment expliquer, très, très, très fidèle. Ouais. J'ai voulu sûrement, tu vois, en rigolant, mais reproduire le schéma du couple classique. C'était ta première grande histoire très importante. C'était j'en ai eu 3 de relations qui ont duré à chaque fois 2 ans, 2 ans et demi. En fait, du coup, quand j'ai rencontré cette personne-là, toi, tu voulais reproduire une sorte de schéma, un peu hétéronormé du couple. Oui, voilà. Et j'en veux pas. En fait, du coup, par rapport à ce qui s'est passé, j'en veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui a été mariée pendant des années. Et en fait, du coup, on n'a pas le même âge. On n'a toujours pas le même âge d'ailleurs. Non, parce que ça se rattrape pas. Ça, non. Et du coup, quand tu découvres, je sais même pas dans sa tête parce que c'est une personne qui ne communiquait pas trop. On communiquait quand on arrive sur le fait et qu'on se prend un petit peu la tête, c'est là où on arrive un peu à communiquer, ce qui est un peu chiant.
Et du coup, tu sens que Mais la personne a envie de vivre. D'accord, et vous n'aviez pas forcément, justement, la même conception. Exactement. Merci de m'aider, c'est très bien. C'est exactement bien formulé. C'est exactement ça. Ouais. Et moi, quand t'es amoureux, tu dis bah oui. Tu disais oui à tout. Tu dis oui à tout, sauf que Ouais. finalement, au bout d'un moment, bah tu te dis bah t'as le boomerang qui te revient en pleine face et tu dis bah non, il y a un truc qui va pas. Et ça t'a pas rendu heureux. Ça m'a. Voilà, sur la fin. L'histoire s'arrête, mais évidemment, c'est dur. Alors l'histoire s'arrête, et je l'arrête. J'aime pas dire je parce qu'on est toujours deux dans une relation et je suis pas du genre Et à tu dire- l'arrêtes pour ton bien. Je l'arrête pour bien. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où il m'a aidé à prendre du recul, aussi bien pour moi que pour mon ex finalement, qui m'a aidé à prendre du recul en disant bah voilà, lui il a vécu ça, peut-être qu'il veut vivre autre chose, peut-être que toi t'avais pas compris, tu as pas voulu entendre ce qu'il voulait aussi, parce qu'on est deux dans une relation, donc faut jamais jeter la pierre. On a toujours une part de responsabilité. Voilà, enfin ça c'est clair. Et du coup mon pote de Paris m'a isolé. Et j'ai réfléchi. Puis mon pote me dit, ce serait bien que tu puisses aller aussi discuter avec quelqu'un, un psy, quoi, un psychologue. Je dis, ouais, enfin, je connais pas trop ce monde-là. Bon, T'étais réticent. super réticent. Et ouais. puis, en fait, du coup, il m'a dit, tiens, lis un livre, lis un deuxième livre. Et puis, en fait, il me fait lire des livres. Bon, très Quel bien. genre de livre? Livre de psycho, en fait, tu sais, c'est vraiment. Alors, j'aime pas comment on appelle ça, le livre. Développement personnel? Voilà, j'aime pas ça, j'ai l'impression que. Pourtant, c'est un peu ça. C'est totalement ça, mais j'aime pas, c'est mal vendu, je trouve. D'accord. Et du coup, Donc, après, moi, j'ai on va dire de la psychologie de développement. Voilà, et non pas de comptoir. Et j'ai un ami que j'apprécie beaucoup, qui est psychologue, et du coup, je lui parle de tout ça. Et en fait, du coup, il me fait un portrait psychologique de la personne, sans que je lui dise je lui dis pas grand-chose. En fait, du coup, ça a commencé avec la question qui m'avait marqué. Il me dit, ton copain, est-ce qu'il a des frères et des sœurs? Je dis oui. Il me dit combien? Je dis ils sont 3. Il me dit bah, c'est celui du milieu. Et il me donne le portrait précis, psychologique de la personne, sa façon de parler, etc. De penser. etc. Et puis il me dit, bah, je t'en dis pas plus. Il me dit, moi, t'as un pote. Je vais pas non plus te faire une séance. C'est pas, les potes ne sont pas là pour ça. Il me dit, par contre, je te donne un livre. Donc, hop, c'était ce qu'avait dit Freud. C'était ça, oui. Donc, en fait, il faut lire en diagonale. Hein. Tu lis en diagonale, puis après, tu tombes sur des pages et tu lis. Et tu te dis, bon, en fait, du coup, oui, lui a des choses à vivre. Et moi aussi. Mais moi, j'ai des choses à comprendre aussi. Donc, chacun a ses trucs à faire. J'ai pris rendez-vous avec un psy. Et c'était super intéressant. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait grave du bien. Et en fait, du coup, j'ai compris pourquoi j'étais attiré par ce type de personne. Et en fait, du coup, j'avais des questions un peu bêtes du genre, mais du coup, je viens vous voir, mais est-ce que le prochain copain, il sera pareil? Il sera pareil. Il fait, bah non, justement, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez comprendre certaines choses en vous qui vont se débloquer et qui fait que cette emprise ne fonctionnera plus. Donc, c'était super intéressant. Bon. Est-ce que tu reproduisais à chaque fois à peu près le même type de relation avec le même type de garçon? En tout cas, c'est le même type de garçon. Ouais. Même type de portrait psychologique de garçon. D'accord, à chaque fois. Oui, il y a toujours des points communs. D'accord. Voilà, il y avait des points communs. Et ça, tu le comprends grâce à cette psychologue. Exactement. Bah, en fait, c'est pas elle qui te le dit. Attention, quand tu vas voir elle te le fait comprendre. Elle te le fait, elle te le fait même pas comprendre. C'est en fait, elle revient sur des points. Tu lui expliques que ça dure une demi-heure, et puis tu lui expliques ta vie, tu expliques ce que tu as fait dans la journée, puis tu dis bah je sais pas, moi par exemple, aujourd'hui on m'a mal parlé, ça m'a un peu gonflé. Ah bon, mais pourquoi? Et en fait, du coup, tu es obligé tu recherches dans ta tête, bah ça m'a gonflé, mais pourquoi ça m'a gonflé? Bon, tu retournes en arrière, mais c'est vrai que moi j'ai un sale caractère parce que si, parce que ça. Et en fait, tu fais des associations d'idées. Et en fait, du coup, après, tu arrives à comprendre avec le recul. Ouais, mais quand j'étais enfant, bah, du coup, avec mes parents, ça marchait comme ci, comme ça. Et en fait, tu associes des idées en permanence, et tu comprends pourquoi tu réagis comme ça. Donc, ça t'aide énormément. Donc, ça m'aide énormément, puisque, du coup, j'ai compris que les choses que je voulais, bah, c'était à moi de le faire, à moi de les trouver, à moi de l'être. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie-là de ta vie, elle va durer combien de temps? Ah, oula. Tu sais, en plus, c'était à 30 ans. On m'avait dit, Julien, à 30 ans, c'est l'année du changement. Donc, tu vas virer le gars, tu vas virer le boulot, etc. Bah, ça n'a pas loupé. J'ai viré tout le monde. T'as tout viré. J'ai viré le gars, j'ai viré le boulot, j'ai viré les potes, les amis que je pensais que c'était des amis. J'en ai viré une bonne tripotée. Ah ouais? Oui. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, du coup, je voulais pas me prendre la tête avec des gens sur qui je devais me justifier et qui voulaient ne pas comprendre. Si tu veux, on peut en parler de ça aussi. Hein, ouais, parce que à ce moment-là, tu fais le tri vraiment dans ta vie. Il y a plein de gens qui vont un peu prendre le large quand même. Alors, toi, tu vas prendre le large et c'est plus comme ça. Tu vas te couper un peu des gens. Pas violemment, parce que t'es pas du tout quelqu'un de violent, mais tu vas tranquillement ne
plus trop chercher le contact. On va dire comme ça. Tu me connais bien, toi. Oui, c'est exactement ça. Je trouve que ça sert à rien de déballer son sac poubelle pour faire du mal aux autres. Quand ça ne me convient pas, je m'en vais. Voilà. Alors je le fais tranquillement. C'est de l'inconscient finalement. Hein. C'est de l'inconscient. On ne dit pas bon maintenant ça suffit. Hein, je m'en vais. Non, c'est qu'en fait du coup voilà j'ai pas besoin de faire du mal aux gens, je m'en vais. Voilà c'est ça. Et tu le dis pas pour ne pas blesser non plus. C'est toi qui freine les relations tout seul quoi. Est-ce que ça c'est pas une façon aussi finalement de te protéger? C'est une façon de me protéger. C'est une façon de Alors tu sais, une façon de se protéger, c'est qu'en fait, du coup, c'est quand même du conscient. C'est-à-dire, attention, ce mec-là, il me fait un peu de mal, etc. Alors moi, c'était vraiment de l'inconscient. Quand ça a commencé, j'ai un sale caractère. Enfin, j'ai pas un sale caractère, j'ai un caractère. Je sais. J'ai une façon de fonctionner, une façon de penser, et je me dis, bon, je peux entendre la façon de penser des autres, mais quand après on me juge derrière, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, du coup, je vais pas me protéger, ça ne me convient pas, je m'en vais. D'accord. Voilà. Je m'entoure de gens qui arrivent. Alors, moi, j'arrive à entendre les avis des autres, mais j'aime bien qu'on arrive aussi à entendre mon avis, et je pense qu'on peut aussi argumenter. Mais venir dans le jugement en permanence, je ne trouve pas que ça soit constructif, et ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est j'en ai une liste longue comme le bras, mais j'ai carrément une connaissance qui a été partie raconter ma vie pro en disant que oui, je comprends pas Julien sur un plan cul quand même. Hein, j'ose le dire. Le mec, il est en plan cul, il parle de la vie des autres. C'est que sa vie, elle doit être vraiment riche. Surtout la tienne. Oui. Surtout. Et surtout pendant un plan cul. Oui, ça va être. Excuse-moi. Ça devait être ça. Non, en fait, du coup, j'avais un date et quand j'ai expliqué un petit peu ma vie, parce que moi, je suis un livre ouvert et je m'en fiche je peux raconter ma vie. Oui, tu peux raconter la tienne. Je peux raconter la mienne et en fait, le gars il me dit mais Julien, t'avais pas repris tes études, t'étais coiffeur. Je dis oulala, t'en sais des choses sur moi pour la première fois. Mais tu connais pas Alors il me cite le prénom de la personne. Ah oui, d'accord. Je dis donc en fait le mec il vient pour s'amuser et en fait il parle de la vie des autres. Ah d'accord. Il me dit ah bah oui, il me dit j'ai senti le truc, il me dit j'ai arrêté tout de suite. Et ça, ce genre de personne, je trouve que j'ai pas envie de ça dans ma vie. Ouais. Voilà. Donc ça tu fuis. Je fuis totalement. Les personnalités toxiques comme ça, tu les... Exactement. Après, quand tu fais des séances de psy, t'arrives à analyser un petit peu les gens. Tu dis, bon, le mec, en fait, du coup, s'il permet de juger les autres, c'est parce que lui, dans sa vie, peut-être que ça va pas bien, peut-être qu'il ose pas de faire des choses. Peut-être qu'il s'emmerde. Et honnêtement, il doit bien se faire chier. Mais oui, oui. Voilà. Donc après, quand c'est venu comme ça, je me suis... Tu t'es coupé du truc. Non, ouais, je me suis coupé du truc. En fait, il me proposait des soirées, mais je peux pas. Puis au fur et à mesure, il proposait plus, c'était parfait. Il y a un autre événement dans ta vie dont je voudrais qu'on parle et il est pour le coup pas drôle du tout. Je devine. C'est le décès de ton papa. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Est-ce que non. Tu pouvais... Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui aurait pu laisser penser que... Donc on va raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc je suis parti. Alors, je reprends par rapport, j'ai arrêté le travail, j'ai viré le mec, etc. Donc après j'ai voyagé un petit peu juste après durant 2 ans. Et donc j'ai voyagé et j'ai vu un psy. Donc je reprends les études pour un équivalent d'un bac S, un DAEUB, dans l'optique de devenir un ostéo. Voilà. Donc l'année passe, la rentrée se fait, ça se passe super bien, etc. Très bien, ok. Et en fait du coup, durant c'était en février 2016, mon père était souvent en vadrouille. En fait, du coup, c'est quelqu'un de solitaire, donc il prenait sa voiture, il allait se balader, puis il avait son entreprise à côté. Donc en fait, du coup, c'est quelqu'un, il doit de compte à personne et il veut voilà. Il vivait sa vie. Et donc du coup, je n'avais plus de nouvelles pendant quelques jours, parce qu'en fait, il m'envoyait des messages pour savoir si j'avais besoin de rien. Alors que, on le rappelle, vous vous voyez assez souvent. Oui, assez souvent. Oui, carrément. Ouais. J'avais pas de nouvelles. J'essaie d'en avoir. J'appelle, donc ça répond pas. Donc ça ne répond pas du tout. J'ai donc plein de messages et là, je commence à switcher dans ma tête. Il y a une espèce de truc. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais, mais tu ne sais pas. Non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais, mais tu ne sais pas. C'est que dans le sens où tu sais que normalement ton père répond tout de suite et qu'en fait du coup il ne répond pas, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais tu ne sais pas quoi. Donc du coup je vais alors ça c'était un vendredi, je sais plus trop. C'était un vendredi, je vais sur place le soir après les cours et donc je prends mon téléphone, j'appelle et j'entends le bruit de son téléphone dans le bureau. Bon, de l'extérieur. Bon, ok, très bien. Ça ne décroche pas. Et là, je me suis dit, il a oublié son téléphone. Bon, j'appelle sur le fixe. Personne ne décroche.
Le problème, c'est que je vais voir dans le trou de la serrure et je vois qu'il y a des clés dedans. Les clés et les voitures. Donc, je dis, dans ma tête, je fais, il est parti faire un tour avec des copains. Voilà. Mais j'ai commencé déjà à switcher. Je savais, c'est quand même quelque chose que j'ai ressenti. Tu voulais pas Je voulais pas. Tu voulais pas le savoir. Je voulais pas. Le lendemain matin. Je voulais pas l'admettre. Je voulais pas l'admettre, mais je savais pas ce qui s'est passé. Je voulais pas le voir, du coup. Oui, mais tu voulais pas voir ça. Et du coup, en fait, le lendemain matin. T'en parles quand même autour de toi à ce moment-là ou en fait, du même coup, à ta maman. C'était le matin, c'était le soir, le vendredi soir. Donc après, elle. Il était tard. Oui, il m'a dit, t'inquiète pas, il doit être parti avec ses copains. D'accord. Bon, très bien. Le lendemain matin, du coup, pareil, j'y vais. Hop, donc je file là-bas. Toujours pareil, rien n'avait bougé. Donc là, je casse un carreau, je rentre dans l'atelier, il n'y avait personne. J'appelle papa. Je vais dans le bureau et du coup, en fait, je vois que c'était en février, donc c'était en hiver. Il y avait le chauffage et de la lumière. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, je fais papa. Et puis en fait, je regarde au sol. Mon père, il était par terre. Donc il était déjà là, il était mort, quoi. Donc ça a été l'espèce de truc où tu sais pas, tu sais, tu fais comme si tu touches le corps, tu dis ça va. Et puis en fait, du coup, c'est très bien qu'il est mort. Et là, mon cerveau, il a switché. Et en fait, du coup, je sais même pas comment le dire. Je sais pas, c'est bizarre les sensations que tu as. Donc, du coup, comme un con, honnêtement, c'est que je me suis penché pour regarder le visage. J'aurais pas dû faire ça. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est que j'ai toujours une vision du visage qui est imprimée sur la rétine. Donc j'appelle déjà ma mère. Ma mère, elle se fait emmener directement à l'adresse où j'étais. Ensuite, j'appelle mon oncle qui est arrivé, qui m'a engueulé en disant que je ne devais pas aller voir, que je n'aurais pas dû aller le voir. Mais bon, si si j'ai pas fait dans ça, voilà. Et puis donc t'appelles la gendarmerie qui se déplace, qui envoie les pompiers, voilà. Et puis donc du coup je switch totalement. T'es dans un autre monde là, le truc s'arrête complètement. Totalement. En fait du coup j'étais au radar. J'avais focus uniquement sur ça, tout le reste après ça passe. J'ai pleuré, je savais même pas pourquoi je pleurais. Enfin c'était bizarre, c'était vraiment c'est très bizarre. Et donc du coup le truc se passe. Ça c'était le week-end, donc je reprends les cours et en fait du coup voilà pourquoi j'ai occulté le truc, c'est parce que j'étais en plein cours et j'étais en partiel. Ouais. Et en fait du coup j'ai occulté le truc. Donc je m'occupe de mes cours, d'accord, des révisions, etc. C'est impossible. C'est impossible, Julien, c'est impossible. En fait, du coup, j'avais switché carrément sur les études, donc j'ai réussi, j'ai vraiment réussi, mais je me disais c'est bizarre. Donc, il fallait que je m'occupe de la fermeture de la société de mon père, des clients, de vider l'atelier, de faire la succession, de les voitures. Enfin, j'ai dû faire beaucoup de choses en même temps et vider un atelier qui est énormissime. C'était quasiment 600 ou 800 mètres carrés remplis du sol au plafond. Ouais. Et du coup, j'avais tous les copains de mon père qui m'ont aidé. Donc, tout ça pendant les cours. Oui. C'était durant les week-ends où j'étais de repos, quoi. De février à la fin de l'année, quoi. C'était un peu, ouais. Ça a duré 1 mois et demi. Hein, ça a été vite. Hein. Je voulais que ça aille vite. Voilà. Il fallait que. Je voulais pas rester trois plombes là-dessus. Parce que on le rappelle encore une fois, t'es fils unique. Oui. Tes parents sont séparés. Oui. Donc le poids de tout ça, c'est toi. Oui. Et puis. T'as un peu plus de 30 ans à ce moment-là. Oui, c'est ça. Exactement. Et oui. On n'est jamais préparé à ça. C'est un peu la culture française, j'ai l'impression. En fait, on n'est pas préparé. Ne pas en parler, tu veux dire? Ouais, c'est bien. On peut pas parler de la mort. Donc du coup, t'aurais aimé que tes parents, enfin ton papa, je me posais la question à me dire si mon père avait eu une longue maladie, peut-être que j'aurais eu le temps de m'y faire, tu vois. Ouais. Sauf que là, c'est boum, ça me tombe dessus, t'as pas le choix. Et tu peux pas dire au revoir, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. T'aurais aimé justement avoir plus de temps pour lui dire les choses et. Ouais, vraiment, ouais. T'avais des choses que t'aurais voulu lui dire? Alors moi, je suis un peu comme mon père et ma mère, c'est que je ne communique pas beaucoup. Ça se voit, tout se voit chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'aime quelqu'un, ça se voit. Quand je n'aime pas, ça se voit aussi. Et en plus, maintenant, je verbalise. Donc, quand j'aime pas, il vaut mieux partir très rapidement. Maintenant, je le dis. Vous me faites chier. Donc, j'ai pas eu le temps. J'avais rien à lui dire de spécial parce que de toute façon mon père avait un caractère comme le mien. Donc en fait, du coup, on communiquait pas trop, on se voyait, mais ça se passait bien. Ça se passait bien, voilà. Le seul truc que j'ai en tête, c'est encore le son de sa voix qui me demandait. Le dernier appel que j'ai eu, c'était tout se passe bien, t'as besoin de rien, bisous. Voilà, et c'est le truc qui restait gravé. C'est bizarre, hein. J'ai enregistré ça donc maintenant je l'entends, je vois toujours le visage le soir, etc. Je vois plein de trucs. Ce qui était assez drôle d'ailleurs. Après les obsèques. C'est toi qui les gères? C'est moi qui les gère, oui, avec ma mère.
On a géré le truc, on avait tous les amis, tous les copains de mon père. Et là, j'ai vu tous les copains de mon père avec plein d'anecdotes. C'était à mourir de rire. Là, je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas mon père, c'est pas possible. Et en fait, si. Si. Ça, à l'époque, j'avais pas plein de voitures. Ouais. Donc, en fait, je ne savais pas. Mais en fait, quand j'avais des grosses voitures, en fait, il me disait à chaque fois, tu laisseras les clés au-dessus du meuble parce que si j'ai besoin de dépasser la voiture, il faut que je puisse avoir accès. Bon, bah, très bien. Mon père, il aimait bien les voitures, mais il trouvait que c'était de l'argent foutu en l'air. Ok, d'accord, bon, bah, très bien, je te laisse les clés. Puis on m'a dit, bah, t'as pas eu ça comme voiture? Et puis ça, et puis ça. Bah, je dis, bah, si, pourquoi? Il me dit, ah, parce que ton père, il venait souvent avec. Ah oui, d'accord, ok. Donc papa prenait mes clés de Voilà, voiture. D'accord. pour aller frimer. D'accord. Donc Ok. après, ça se passe. Donc tout ça se passe. Je continue mes cours, donc j'ai eu mention, etc. Tout se passait bien, sauf que bah voilà, quand tu as une succession et que tu avais mis un petit peu de sous de côté pour les études, bah c'est mort puisque en fait du coup tu payes des frais de succession Ouais. auprès du notaire, enfin surtout auprès de l'État parce que le notaire, comme il dit, pas tu sais, les pauvres ils ont peu à manger dessus, hein, tu sais. Voilà. Hein. Et C'est l'État surtout. c'est l'État qui se rince. Hein. On ne sait pas où ça va l'argent, mais ça va. Et du coup, donc j'enchaîne. Je ne pouvais pas faire les études d'ostéo Non, puisque c'était pas possible. Hein. C'était un truc que j'aurais vraiment voulu faire. Et du coup, je me retrouve seul, enfin ça entre guillemets dans ma tête, chez moi, tout seul. Et je me dis, ça y est, maintenant je suis rendu là au point de départ, qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est là où, en fait, du coup, les Kiss Cool arrivent. C'est qu'en fait, du coup, c'est le bâton, c'est le retour de bâton. le retour de bâton j'ai occulté que mon père était décédé. Voilà. Et là, du coup, tout te tombe dessus, parce qu'en fait, tu as du temps pour réfléchir à ça, finalement. Ouais. Exactement, c'est ce que disait déjà un psychologue. Hein, quand ça va pas, il faut absolument noircir l'agenda. Mais c'est un peu repoussé pour mieux sauter. Du coup, je me suis mis dans ma bulle, et puis, il y a des choses que je comprenais pas, et puis en fait, du coup, j'ai fait que des si dans ma tête. Et si, et si, et si. Puis en fait, du coup, j'ai repensé, comme on avait travaillé avec la psy, il y a une façon de penser quand tu as un rendez-vous de psy, c'est qu'en fait, tu fais un état des lieux. Tu dis, bon, bah, actuellement, ça va pas, je me sens pas bien. Pourquoi? Là, tu réponds dans ta tête. Pourquoi? Bon, de toute façon, je pouvais pas faire autrement. Est-ce que d'avoir des regrets, non, ça sert à rien d'avoir des regrets. Est-ce que, et tu réponds au fur et à mesure. Tu sais, tu fais une espèce d'organigramme. Et je trouve super important que de rester dans une bulle où tout va mal. Tu fais ton organigramme dans ta tête. Et je dis, bon, bah, de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc, faut l'accepter. On trace, on y va, et c'est comme ça. Bon, bah oui, c'est triste. J'aurais bien voulu dire ça, lui dire ça, lui dire ça. Bon, bah, tu le dis dans ta tête et puis c'est plié. Enfin, faut pas rester 3 heures là-dessus. Je trouve ça extrêmement nocif. Ouais. Et donc à côté de ça, bah, après j'ai refait une formation dans la musique et c'est reparti. On relance la machine et c'est reparti. Et c'est ça qui t'a aidé à, entre guillemets, à aller mieux et à passer cette période-là, en fait. Ouais, exactement. C'est comme ça que tu t'es reconstruit. Ouais. Avec quand même l'aide peut-être de gens autour de toi. En fait, du coup, oui, donc j'ai eu une formation dans la musique. C'est mon domaine, c'est de l'amour pour moi. C'est ce que la tu as musique. toujours aimé faire, Oui, finalement. d'ailleurs, on s'est connus comme ça tous les deux, d'ailleurs, la musique. Et oui, et c'est marrant parce que dès le collège et ensuite le lycée, t'en parlais déjà, en fait. Ah mais complètement, c'était mon truc. Et puis, puis avec mon père, c'était la musique aussi. C'était ça. C'est mon père m'a emmené dans le monde de la musique. C'est vrai que il était videur en boîte et du coup, il m'a emmené. J'avais 11 ans, je crois, 11 ans ou 12 ans dans une boîte. Ça t'a toujours fasciné ce monde de la nuit là? Ah putain, mais qu'est-ce qui grave. t'a fait? Parce que là, tu y vas très tôt, hein, évidemment, dans le monde vraiment dans l'univers de la nuit et des boîtes de nuit. Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Ah, moi, c'est le son, la qualité de son, les grosses basses quand t'allais en boîte qui te faisaient vibrer les gens, l'ambiance et les gens s'amusaient. Et c'est toujours plaisant de voir que les gens, enfin, je sais plus, enfin si, je pense que maintenant c'est toujours d'actualité, c'est que les gens se fassent tout beau et qui sortent, tu vois, ouais. C'est vraiment l'occasion et je trouve ça génial et d'aller s'amuser, d'aller faire des rencontres en boîte, je trouve ça génial. Et moi, c'était la musique, donc je regardais le DJ, les techniques, la technique du DJ, c'était vraiment assez dingue pour moi. D'ailleurs, t'as embrassé aussi la carrière parce que t'as travaillé pas mal en boîte. Je crois que t'as même mixé très loin. T'es même parti bosser, je crois, jusqu'au Japon. Ah oui, donc du coup, ça c'est quand j'ai rejoint ma copine Vanina, qui est drag queen. En fait, elle avait un show au Japon et du coup, on m'a proposé de mixer là-bas. Donc j'ai mixé au Japon et en drag. Et en drag. Et justement, on va terminer par les drags. On a parlé tout à l'heure des robes. À quel moment tu commences à découvrir cet univers-là? C'est grâce à Vanina.
Alors c'est grâce à Vanina, c'est grâce aux potes à qui je ne parle plus d'ailleurs. Dommage pour eux. Ils savent pas ce qu'ils perdent. J'ai fréquenté donc le milieu, je crois que j'avais dit dans un des podcasts, j'ai fréquenté le milieu gay assez tard, donc vers 18 ou 19, je crois. Bah, est-ce que c'est tard? Est-ce qu'il y a un moment pour le fréquenter? Non, c'est vrai, il n'y en a pas. Non, mais bon, que j'avais tous mes potes à cette époque-là qui étaient déjà sortis, que avaient fait. Et la vraie question, c'est y a-t-il maintenant un milieu gay moins qu'avant? Ah, c'est dommage. Hein. Quelle tristesse. On s'amusait bien. Ah, mais oui. Et finalement, on redevient communautaire. Est-ce que c'était être communautaire, ou peut-être à l'époque, mais en tout cas la fête en règle générale, et c'est là où il y a peut-être débat et on peut se poser la question, mais le monde de la nuit, la fête en règle générale a profondément changé. Ah mais totalement. On a à quelques années près le même âge, oui. On a connu les mêmes endroits, on a globalement travaillé dans des endroits extrêmement similaires, toi et moi. Je pense que on a la même vision du monde de la nuit et de ce qu'il était à cette époque-là, dans les années 2000, qui était déjà un monde, un univers de la nuit qui était de plus en plus contraint, notamment par les lois autour de l'alcool, etc. Il n'y avait pas encore les lois autour du tabac. C'est vrai, tu as raison. Mais il y avait déjà ça. C'était déjà contraint. Donc les déplacements, il y avait de plus en plus de contrôles sur les routes. Et on sait que beaucoup de contrôles de gendarmerie faisaient fermer des boîtes de nuit. Pour l'alcool. Hein. Voilà. Il y avait les problèmes de bruit qui commençaient de plus en plus à justement à faire du bruit et peut-être parfois aussi à fermer ou réduire les discothèques. Tout à fait. Et puis après, c'est rajouter d'autres problématiques, notamment sur la consommation de tabac, où on a interdit la consommation de tabac dans des lieux non ou pas assez ventilés. Donc ça a fait aussi mal à ces boîtes de nuit. Ah mais complètement. Et puis les façons de consommer, les rencontres peut-être ont changé. On ne va plus en boîte de nuit pour les mêmes choses, parce qu'est arrivé le téléphone portable. C'est mon avis. On peut refermer la parenthèse si tu veux. Ah ben non, mais on peut carrément l'ouvrir. C'est intéressant. Ça ramène un petit peu ce que je disais pour les boîtes gays. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, moi, la première fois à la boîte gay, donc c'était, je fais une aparté. Enfin, non, je rejoins ce que tu as dit au départ. J'ai rencontré Vanina, moi, dans une boîte gay qui, donc au Mans, et c'était la première fois. Donc elle m'a fait très peur la première fois parce que je ne connaissais pas. Et du coup, on a énormément parlé. C'était super intéressant. On est devenus très, même super amis. Enfin, voilà. Et grâce à elle, ça t'a ouvert, mine de rien, c'est quand même pas con, mais ça t'a quand même ouvert des choses que sans cette rencontre-là. Donc sans ce lieu-là, t'aurais peut-être jamais vécu. Alors oui, mais de toute façon, oui, complètement. Tu n'aurais peut-être pas vécu grâce à un écran de smartphone, par exemple. Exactement. Mais oui, tout à fait. Mais c'est complètement ça. Et grâce à Vanina, j'ai vu des choses que je ne connaissais pas. Et vu que je suis quelqu'un de curieux, et que j'ai toujours vécu dans l'inconnu fait peur. Ouais. Et mais bon, moi, je vais pas mourir de quoi que ce soit, donc du coup je me force à découvrir les choses et c'est super intéressant. Et donc du coup j'ai découvert ce monde-là, le monde avec les dragues. Et d'ailleurs plus tard, je me suis mis en drague avec elle plusieurs fois. On t'a vu à la télé dans Nos chers voisins. Oui, voilà. Oui. Voilà, grâce à elle aussi. Oui, exactement. Donc, sur TF1, donc dans un épisode de Nos chers voisins, oui. T'as joué en drague dedans. Oui. Et le principe des dragues, c'est de trouver un personnage drague. Exactement. Et toi, tu t'es trouvé un personnage drague qui est formidable et qui te ressemble alors à 1000%, qui est hyper branché musique, mais ultra décalé, quoi. Tout fluo. Tout fluo. Tout fluo, c'est tout un peu rose, tout... Comment on peut dire, la gym drague des années 90-2000. La Véronique et David en même temps. C'est ça, façon Miami Vice, de flic à Miami, tout ça. C'est une annexe de toi, c'est une prolongation de toi, c'est une caricature de toi, c'est toi, mais qui explose. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui j'aime rire, j'aime faire rire. Faut toujours que je fasse une connerie pour faire rire, et ça se représente dans mon personnage. C'est-à-dire, je suis fluo, j'aime un peu clown. Vanina, elle est un peu comme ça. Mais quand tu regardes et elle m'a dit, regarde des dragues, il y en a qui sont habillés très dark, très cuir, très SM, etc. Et en fait, quand tu parles avec ces gens-là, tu sens qu'il y a de la souffrance, enfin, qu'il y a eu de la souffrance ou de la, je sais pas comment dire, quelque chose de très piquant, mauvais, tu sais pas trop, mais ça reflète bien la personne. Quand tu vois, c'est vraiment typiquement ça. Qu'est-ce que ça fait d'être en drague ? Eh ben, c'est super plaisant parce que c'est là où tu te transformes complètement. Donc c'est bizarre parce que dès que tu commences à mettre du fond de teint, du rouge à lèvres, maquille, etc.,
et ben tu commences à avoir des mimiques qui changent. Ouais. Et tu fais exprès, tu deviens, tu fais des mimiques, tu fais des caricatures, tu changes de voix, tu essaies de te faire rire, même si tu ressembles à rien pour le début. C'est assez spécial quand tu te maquilles au départ, on dirait quelqu'un qui est pas très bien, qui est pas très en forme d'ailleurs. Et il manque un peu. T'as appris à tout ça. Il a fallu que t'apprennes. C'est Vanina qui m'a appris, c'est Vanina. Oh la pauvre, on dirait un dinosaure. Comme elle avait dit dans l'émission sur TF1, c'est un dinosaure, c'est un tripotanus. La pauvre. Et du coup, oui, j'ai appris avec elle, j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris le relationnel, parce qu'il y a des dragues il y a plusieurs types de dragues. Et il y a les dragues qui ont les dragues micro, qui dire qu'en fait, du coup, c'est chaud. Il faut être drôle, il faut arriver à aller vers les gens. Et ça, t'as appris à le faire parce que, on le rappelle, t'étais plutôt un gamin introverti. Ah oui. Et que quand tu travailles en boîte, quand tu mixes en soirée, en boîte, t'es pas quelqu'un qui prend le micro facilement. Je parle en soirée. En soirée, alors, pas soirée en drague, on parle de soirée normale. Je ne prends pas le micro d'ailleurs. Voilà, je ne prends pas le micro. Mais par contre, quand je suis en drague, j'ai une facilité d'aller voir les gens. C'est impressionnant. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose que tu ne fais pas d'habitude et là, c'est complètement désinhibé et tu t'en fous parce que c'est un personnage que tu crées? C'est exactement ce que te disent toutes les dragues. C'est exactement ça. C'est vraiment toutes les barrières volent. Enfin, ça éclate partout et tu changes complètement. Tu switches totalement. Est-ce que Drag Race, je sais que tu regardes les versions françaises et les versions aussi américaines de RuPaul, est-ce que ça a aidé beaucoup pour toi dans l'acceptation des dragues? Ah ben oui, complètement. Hein. C'est comme toutes les émissions qu'on voit à la télévision. Hein. Ça y est, on met 3 séries de Top Gear ou alors mécanique machin vintage. Ça y est, tout le monde se prend pour un mécano. Hein. C'est ça. Non mais c'est vraiment ça. C'est bien, mais comme ça permet que les gens trouvent des passions et ils se retrouvent aussi dans quelque chose qui leur... Il y a eu ça avec le phénomène de la cuisine aussi à la télé. Mais je trouve ça super. En fait, après, faut pas non plus bouffer ça toute la journée, mais je trouve ça vachement... Dire, j'ai vrai que j'ai pas pensé, ça pourrait être un délire, vas-y, on teste, et voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a des dragues donc comme Vanina qui prennent le micro, qui vont vers les gens, et ce qu'elle me disait, Vanina elle a un humour très piquant, et comme elle m'explique, comme elle m'a toujours dit, on ne rigole pas des gens, on ne rigole pas des gens, on rigole avec les gens, et c'est le plus important. Elle m'avait dit un jour, ça m'avait... Mais j'étais mort de rire et elle me dit, elle voit un handicapé qui rentre en boîte, en fauteuil roulant, et elle me dit dans l'oreille, ça y est, on n'a plus qu'à mettre un ballon, c'est le premier char de la Gay Pride. Et moi, j'étais mort de rire, mais elle me dit, mais regarde, elle me dit, par contre, elle va voir la personne, elle lui fait la bise, elle parle, et elle lui dit la blague en face, il était mort de rire. Je pense que les gens les plus mal à l'aise, ce sont les autres pas handicapés, tu vois, par exemple. Peut-être ceux qui ont un problème aussi avec la culture drague ou un problème tout simplement avec leur sexualité. Ça peut être aussi ces gens-là qui sont tout simplement gênés un peu aux encolures, quoi. C'est super intéressant. On peut encore faire une heure de ça parce que c'est très psychologique. Oui. C'est très psychologique parce que c'est ce que je disais. J'en parlais avec Vanina, tu vois, et je lui disais, mais ça doit être dangereux le drague parce qu'à force de se faire aimer en drague, que devient le mec qui est en dessous? La vraie personne. Ouais. La vraie personne. Et elle me disait, il peut y avoir du dédoublement de personnalité. Ça peut être très compliqué. Toi, t'as senti que ça pourrait arriver? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu le fais pas assez. Tu sais, moi, quand je suis en boîte en drague, je suis belle au début, puis à la fin, je suis dégueulasse. Hein. Du moment que je fais rire les gens, ça me va, moi. Oui, tu le fais vraiment pour te marrer. Ah, moi, je le fais pour me marrer. Et j'adore ça. Pour me faire rire les gens. Mais il y en a qui sont très au sérieux et c'est pour ça que certains n'ont peut-être pas d'humour en fait. Du coup, c'est vraiment eux. Ils se maquillent, etc. Ils vont pas vers les gens, mais en fait, du coup, c'est eux. C'est eux. Il y a rien de. Et là, du coup, ils sont plus eux-mêmes en drague. Voilà. Qu'au naturel. Drague. Alors, tu sais que drague, c'est vraiment drague, c'est le personnage. C'est une femme qui est vraiment. C'est pas une petite perruque, c'est une grosse perruque. C'est pas des seins, c'est des gros seins. C'est une caricature. Voilà, c'est extravagant, c'est poussé. Voilà. Sur un paroxysme. On n'est pas sur du travesti. Hein. Bien sûr. Voilà. On est clair sur la définition. Julien, c'est le moment important du podcast. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Tu fais ce que tu veux et c'est surtout ton moment. Alors là, tu me prends de court, mais par exemple, tu vois, je pense à ma collègue. En fait, on parlait de ça par message. Et tu sais, il y a eu une petite émission super intéressante qui est passée. D'ailleurs, c'est toi qui m'en as parlé. C'était Homo sur France 2, c'est ça? Je me trompe pas? Ouais. Homo en France. Homo en France, pardon. Et en fait, elle me donnait son avis, ma petite chère collègue, et je la sentais très peinée de l'acceptation des communautés, etc. Et en fait, du coup, moi, mon avis, c'est ça serait bien que les gens se mettent un peu plus de leur cul,
qui se mêlent de leurs affaires, qui regardent s'ils sont heureux chez eux avant de s'occuper de la vie des autres. C'est un peu ce qui est un peu pour moi c'est problématique, c'est les gens qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Et ça, pour moi, on peut détruire des gens qui sont un peu faibles et des fois par manque de conviction, on n'a pas le répondant que moi je peux avoir. Bon, on vient me voir, on me dit ça, je m'en fous de ta vie, je te connais pas, tu fais pas partie de ma vie. Qui es-tu, quelle valeur as-tu pour me juger? On se connaît pas, je m'en fiche. Donc, voilà. Ce qui est important pour moi, dire aux gens, c'est faut vraiment s'occuper de sa vie avant de s'occuper de celle des autres et s'accepter tel qu'on est et voir qui on est aussi et nos qualités et nos valeurs. Moi, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire en fait. Ça pourrait se résumer à ça. J'ai juste 2 questions qui. Ah si, je voulais dire un truc. Vas-y. Tout à l'heure, on parlait des applis et des applis des rencontres, etc. Donc Oui. maintenant, on a bien vu que ça a complètement switché. C'est un peu c'est le bordel. T'as vu maintenant, tu ouvres Grindr, t'as 3 bits d'affichés, c'est assez impressionnant. Ça, tu le déplores, ça? Ah totalement, oui, totalement. Parce que maintenant, t'as même plus de découverte, t'as déjà tout vu. C'est waouh, très bien, ok. Et en fait, du coup, on disait donc oui. Mais pourtant, ça a un petit côté pratique aussi, c'est-à-dire que quand tu. C'est un côté pratique, mais ça y est, je pense qu'on a fait le tour dans le sens où là, c'est la consommation. On est dans la pure consommation. T'ouvres Grindr, c'est de la consommation. T'as envie de baiser, t'ouvres Grindr, tu y vas, c'est direct. Okay. Mais toi qui es célibataire, j'imagine que t'es sur ce genre de J'y réseau. vais, mais il se passe rien. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que tu avais dit d'ailleurs dans un podcast. Oui, moi je suis pas un grand sexuel. Moi, ce qui me fait bander chez les gens, c'est un peu leur intelligence, leur façon de parler, de s'exprimer. C'est avoir une bite, c'est bien, mais je préfère voir qui la porte. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'une bite, c'est une bite. Exactement. D'autres non, mais après, je peux l'entendre. Ça me dérange pas. C'est pas parce que les autres vont se faire 10 mecs en une semaine que j'aurai un jugement. Peut-être que c'est leur truc. Ça me regarde pas. Ouais. Et donc du coup, on parlait des lieux de rencontre. Je trouve c'est important d'en parler. En fait, on disait nous à notre époque, pour rencontrer des gens, on sortait. Et je trouve que maintenant les applis. Ah, c'est le moment vieux con là en fait. C'est le moment. Non, oui. C'est oui et non, même pas boomer. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on parlait des applis que tout le monde est sous les applis. Ouais. Moi, je pense le contraire. Maintenant, je trouve que ça a complètement switché parce que ok. La preuve en est, c'est qu'on a peut-être pu, entre guillemets, débarquer des lieux gays, proprement dit gays, mais par contre, il s'agit de plus en plus maintenant de Easter. Donc en fait, on va faire la Pâques à Barcelone, à Madrid, on va à la Démence à Bruxelles, on va aux soirées parisiennes de type circuit, etc., pour faire des rencontres. Mm-hmm. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même des cruising bars et que les gens y vont plus facilement. Donc maintenant, c'est ok, il y a l'appli, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les saunas et les cruising pour aller se faire du bien. Et tu penses qu'à l'avenir, c'est quoi? C'est moins d'applis et plus de, on va dire, lieux, des vraies rencontres? Ou est-ce que tu penses que les applis seront toujours là et qu'il y aura à côté encore peut-être des lieux ou que ces lieux auront de plus en plus de mal peut-être à... Enfin, moi, j'ai fait une fois un cruising pour voir comment c'était. Bon, ouais. J'ai pris peur. J'ai pris peur parce que c'était, c'est très dark. Et en fait, du coup, moi, je suis un peu claustro. Quand je vois pas où je mets les pieds, c'est un peu compliqué. Mais j'ai vu ce que c'était. Et pas que les pieds. Et pas que les pieds, d'ailleurs, c'est très très propre quand même, pas les pieds, mais les cruising. Oui. Et en fait, c'est très jeune. J'ai halluciné parce que moi, à cet âge-là, j'aurais pas mis les pieds là-bas. Alors, quand tu dis très jeune, c'est... Très jeune. Pour moi, oui, c'est vrai, c'est relatif. J'ai vu des 18-20 ans, ouais. Ah oui, c'est jeune. 20. Après, j'aurais pas demandé l'âge. Oui, mais c'est le ressenti que tu as eu physiquement face à la rapport personne. au père Fouras, il faisait 16 ans. Oui. Non, mais c'était très jeune et en fait, ils ont de moins en moins peur. Mais c'est la culture, c'est l'époque actuelle, c'est qu'en fait... Ça s'est ouvert, ça s'est justement vachement démocratisé, ça. Ah, mais totalement. Grâce aux applis, peut-être aussi. Et aussi je peux pas dire aux anciens, mais nous, on aime bien aussi prendre les petits jeunes sous notre bras pour expliquer ce que c'est aussi la vie gay, où est-ce qu'on peut trouver, faire attention, les produits, les drogues, les machins, etc. Tu vois, tu penses que les jeunes ont pas conscience ou au contraire des luttes dans lesquelles la communauté est passée? Est-ce qu'ils ont pris conscience de ça? Tu penses, toi, ou pas? Franchement, non. Tu penses pas? Je pense pas qu'ils aient pris conscience. En fait, ils baignent dedans en permanence. Maintenant, je pense que la Gay Pride pour eux, c'est une fête, quoi. C'est la circuit parade à la Disneyland, tu vois. Ouais. On rigole, il y a du son, etc. Mais est-ce que certains connaissent le combat qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vraiment vécu. Moi, par contre, tout ce qui était le HIV, j'en ai peur. J'en ai très, très peur. Eux, ils ont plus peur de ça. Ils ont plus peur. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Je ne pense pas maintenant que la PrEP, etc. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de prévention pour tout ce qui est IST, MST, etc. C'est la même chose, mais qu'il y ait plus de prévention là-dessus et faire super attention. Voilà. Et surtout les produits, les drogues. Enfin, franchement, ça me fait vraiment flipper pour eux. Enfin, vraiment.
tout ce qui est produit, c'est un peu compliqué. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était alcool pour les boîtes. Maintenant, c'est même plus l'alcool. Tu sais, c'est les produits. C'est les produits. Tu sais, quand on est en train de dire, oui, on ne sait pas si on va légaliser la bœuf, déjà, faites un tour en boîte, vous allez voir ce qui se passe. La bœuf, c'est fini, on est passé sur autre chose. Depuis longtemps. Donc voilà, c'est faire attention et prendre soin de soi. Et savoir où est-ce qu'on va et connaître ses limites pour maîtriser sa consommation. Et ne pas être tout seul. Et ne jamais être seul. Il faut jamais être seul, il faut commencer peut-être qu'on veut essayer, c'est essayer avec des gens qui s'y connaissent et être en sécurité. C'est super, méga important. T'as vécu la période du mariage pour tous, t'en gardes quel souvenir toi? Est-ce que si c'est un avis sur le mariage pour tous, je vais faire bref. Tu peux me donner ton avis sur le mariage c'est très bien, c'est très bien. Je ne sais pas si aujourd'hui j'irai me marier, j'en sais rien, mais pour ceux qui le veulent, c'est super, c'est parfait. Et du coup, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas changé la vie des gens. Mais tu te rappelles de ce moment-là, pour toi, ça t'a marqué d'avoir été stigmatisé, peut-être tu t'es senti stigmatisé Non, pas du tout. Alors du tout. sais, moi je suis un peu du genre, c'est un peu plus on est contre moi, plus je rentre dedans, donc c'est un peu, je me victimise pas. Donc limite, c'est du fight, ça m'amuse. Et tu as vu comme quoi le switch entre quand j'étais petit et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, du coup, faut se battre. Après, pas contre des cons, ça sert à rien. Quand on est con, on y reste. Mais après, sur des gens qui ont un peu plus de gingin, comme dirait une prof que j'avais, un peu de gingin, c'est un peu de réflexion, c'est un peu sympa de fighter un peu avec eux. À l'aube de tes 40 ans maintenant, Julien, qu'est-ce que tu dirais au petit Julien qui était dans la cour de récréation et qui était pas du tout à l'aise avec les autres? Honnêtement, ne change rien. Ne change rien parce qu'en fait, du coup, j'ai appris de tout ça. Tu vas souffrir, mais ça va faire du bien. Ouais. Faut juste être aimé de ses parents et surtout avoir des amis derrière et rigoler parce que moi, j'adore faire rire et rire. Et en fait, je pense que l'humour pour moi était très important. Et c'est ne change rien. On apprend aussi de ses erreurs. Si on est assez intelligent, parce que sinon tu fais des erreurs, t'as pas compris, tu recommences les erreurs, ça peut durer très longtemps. Est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut essayer de réfléchir et prendre du recul. Faut avoir du recul sur soi, ne pas être susceptible, ne pas l'être de trop. Et puis voilà quoi. Merci Julien. Merci Nicolas.